Riche comme Crésus. On a tous au moins une fois entendu ou employé cette expression pour désigner une personne particulièrement riche. Mais ça veut dire quoi exactement être riche comme Crésus? Et d'abord, c'est qui ce Crésus? L'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité ou bien juste quelqu'un de connu pour avoir eu beaucoup d'argent à une certaine époque, mais dont la fortune était peut-être banale par rapport à d'autres individus, du passé comme du présent? Et d'ailleurs, justement, qu'en est-il de nos super milliardaires d'aujourd'hui? Alors qu'on vit à l'époque la plus prospère de toute notre histoire, il est logique de penser que les hommes et les femmes les plus riches de notre monde actuel possèdent des fortunes personnelles d'un montant jamais atteint jusqu'ici. Mais est-ce vraiment le cas? Allez, aujourd'hui on parle des personnes les plus riches de l'histoire, modernes et passées, et croyez-moi, vous risquez d'être surpris. Si je vous dis Elon Musk, Jeff Bezos ou encore Bernard Arnault, Bill Gates et Mark Zuckerberg, vous voyez sûrement très bien de qui il s'agit. Non seulement ces hommes ont su devenir plus riches que n'importe qui, mais ils sont également connus à peu près partout sur la planète, principalement grâce à la popularité de leurs entreprises respectives. Qu'il s'agisse de Tesla, Amazon, LVMH, Microsoft ou Facebook, chacun de nous a au moins une fois, sinon utilisé, au moins vu ou entendu parler de leurs produits. Et ces gens sont effectivement très riches. Selon le dernier classement Forbes des milliardaires, qui date de décembre 2021, le français Bernard Arnault et l'américain Jeff Bezos étaient au coude à coude pour la première place, avec peut-être un petit avantage pour le patron d'Amazon depuis la pandémie de Covid-19, laquelle a boosté les ventes en ligne et donc largement profité au numéro 1 du e-commerce. Ainsi, Jeff Bezos est aujourd'hui crédité d'une fortune personnelle de 198 milliards de dollars, suivi de très près par Bernard Arnault et ses quelques 194 milliards de dollars. Grâce là encore à la crise sanitaire qui, comme c'est le cas de pratiquement chaque crise, a fait exploser les ventes de produits de luxe. Arrive ensuite Elon Musk, qu'on ne présente plus et qui possède à titre personnel un peu plus de 151 milliards de dollars, même si certains lui en comptent parfois le double en raison de ses intérêts pas toujours très clairs dans les crypto-monnaies, ce qui le placerait en réalité à la première place de ce palmarès des super milliardaires, c'est-à-dire de ceux dont la fortune personnelle dépasse les 100 milliards de dollars. D'ailleurs, n'oublions pas Bill Gates, qui malgré son statut de retraité, arrive bon quatrième avec tout de même un petit bas de laine de 124 milliards de dollars. Ces quatre hommes sont pour l'instant les seuls qui dépassent la barre symbolique des 100 milliards. Mais ils sont talonnés par quelques concurrents de poids, dont Mark Zuckerberg, qui a failli les rattraper en 2021 avec ses 97 milliards de dollars, lesquels ont brusquement fondu de 30% en février dernier en raison de pratiques commerciales jugées douteuses par certaines autorités, ce qui a fait plonger le cours de l'action de son entreprise. Quoi qu'il en soit, on parle toujours d'une fortune personnelle estimée encore à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Tous ces chiffres sont impressionnants et ils donnent un peu le tournis. Pour rappel, une personne gagnant 2000 € net par mois, ce qui correspond au salaire médian en France actuellement, mettrait plus de 40 000 ans pour atteindre 1 milliard. Un seul, tout petit, qui ne suffirait même pas à entrer dans le classement Forbes des 400 personnes les plus riches du monde, puisque les plus défavorisés de ce club très fermé possèdent déjà environ 3 milliards chacun. Bon, pour aussi énorme qu'elle puisse paraître, il faut garder à l'esprit que toutes ces fortunes sont en grande partie virtuelles, ou plus exactement potentielles. C'est pas qu'on ne connaît pas précisément le montant, mais c'est plutôt que parler de fortune financière en 2022, ce n'est plus vraiment la même chose que par le passé. Autrefois, la richesse d'un homme se mesurait à ce qu'il possédait physiquement. Son or, son argent, ses terres, son patrimoine immobilier, bref, des choses très concrètes, dotées de leur valeur propre. Aujourd'hui, l'essentiel de la fortune de ces milliardaires du monde entier se compose surtout de papier, des titres, des droits qu'ils possèdent sur des entreprises, souvent la leur, mais pas seulement, des actions dont la valeur théorique dépend avant tout de l'état des marchés boursiers. En réalité, ces milliardaires sont surtout riches de promesses, celles de recevoir beaucoup d'argent le jour où ils décideront de vendre leurs actions. Bref, ces milliardaires sont donc condamnés à contempler la majeure partie de leur fortune sans jamais pouvoir y toucher, sous peine de la voir s'évaporer en un instant. Bon, après, n'exagérons rien, tous ces gens disposent quand même de revenus très confortables, ne serait-ce qu'à travers le versement de dividendes par exemple, et ils possèdent aussi pas mal de biens de grande valeur, qu'il s'agisse d'immobilier ou même d'objets précieux, des œuvres d'art par exemple. Mais on est finalement assez loin des fortunes colossales qu'on imagine. Et surtout très loin des richesses bien concrètes, celles-là, qui ont pu être amassées dans le passé. Laissez-moi donc vous présenter quelques-uns de ces vrais milliardaires dont l'histoire a retenu le nom et parmi lesquels certains vont probablement vous surprendre. Petit aparté avant de commencer, les chiffres que je vais vous donner dans la suite de cette vidéo sont pour la plupart des évaluations de ce que serait chaque fortune rapportée à nos jours, histoire de pouvoir comparer avec nos milliardaires actuels. En effet, si l'or et l'argent ont toujours conservé un pouvoir d'achat plus ou moins constant à travers les siècles, leur conversion monétaire a, quant à elle, beaucoup évolué, principalement à cause de l'inflation qui a contribué à dévaluer les monnaies année après année. De la même façon,
Pour des raisons de cohérence et de comparaison, je vais convertir toutes ces sommes estimées en dollars, même si c'est complètement anachronique dans la plupart des cas, mais juste parce que c'est la devise qui sert aujourd'hui à estimer les valeurs financières à travers le monde. On va rester classique pour commencer avec deux industriels assez connus qui ont contribué au lancement de la formidable croissance économique américaine entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. J'ai nommé Cornelius Vanderbilt et Henry Ford. Né à Staten Island quelques années après l'indépendance américaine, le petit Cornelius a tout juste 11 ans lorsqu'il arrête l'école pour aller travailler sur le bateau de son père, qui fait la navette entre sa presqu'île natale et New York. Loin de le désespérer, cette situation va au contraire lui donner le goût d'entreprendre et il aura tout juste 16 ans lorsqu'il créera à son tour sa propre compagnie de ferry. Débute alors une vie d'entrepreneur à succès qui le mènera non seulement à contrôler finalement une énorme flotte maritime, mais qui en fera aussi et surtout l'un des plus grands acteurs de l'expansion du chemin de fer aux États-Unis. Il se constitua rapidement une fortune considérable qu'on estime aujourd'hui à un peu plus de 185 milliards de dollars. Oui, on est déjà au niveau des premières places du classement Forbes actuel. Alors, je me permets une petite digression historique sur la vie de Mr. Vanderbilt, parce qu'elle a pas mal contribué à écorner l'image des riches hommes d'affaires dans sa représentation populaire. En effet, les historiens le décrivent comme un homme brutal et mal élevé, pas toujours très honnête, voire carrément voleur, toujours prêt à quelques coups bas pour s'enrichir. C'était aussi un mégalomane particulièrement arrogant, égoïste et radin. Il était intelligent, mais aussi très superstitieux, et toujours entouré de voyantes et de prétendus médiums. On pense qu'il inspira fortement Charles Dickens lorsqu'il créa le personnage d'Ebenezer Scrooge, un vieil usurier sans cœur dont l'énorme fortune et l'avarice le rendaient à la fois craint et solitaire. Mais il y a des chances pour qu'il vous rappelle surtout un autre personnage, un peu plus récent et un peu plus coloré aussi. Oui, Cornelius Vanderbilt est le modèle original dont s'est servi Walt Disney. Avarice, arrogance, superstition, fortune colossale et intérêt dans un grand nombre de business, tout y est. Parlons maintenant d'Henry Ford. Cet homme a tout simplement donné son nom à une méthode d'organisation du travail, le Fordisme. Alors je vous renvoie à vos cours d'économie pour comprendre de quoi il s'agit, mais si on devait résumer très schématiquement sa contribution au monde de l'industrie, on pourrait dire qu'il a inventé le travail à la chaîne. Rien que ça. Henry Ford est né en 1863 dans une Amérique en pleine guerre de sécession et qui aura très vite besoin d'industries nouvelles pour se relever de cette épreuve traumatisante, mais aussi pour se bâtir un avenir prospère face aux vieilles puissances européennes. Comme Vanderbilt, Ford est précoce, puisqu'il s'intéresse à la mécanique dès l'âge de 12 ans, et il conçoit seul son propre moteur à vapeur alors qu'il a à peine 15 ans. L'année suivante, il quitte l'école et part se perfectionner en mécanique dans un atelier d'usinage. Il termine ingénieur et travaille un temps pour Edison, avant de se lancer en 1896 dans la construction automobile qui vient juste de naître. La suite on la connaît, et la marque Ford existe toujours aujourd'hui. Sa fortune estimée à 200 milliards de dollars l'avait lui aussi rendu quelque peu antipathique. Il admettait d'ailleurs volontiers qu'il régnait par la crainte qu'il inspirait, non seulement à ses ouvriers, mais aussi aux hommes politiques de l'époque, auxquels il imposait ses conditions de façon parfois un peu limite. À coquiner avec la pègre de Détroit, il disposait par ailleurs d'une véritable armée de 3500 malfrats, des hommes de main souvent proches de la mafia, qu'il n'hésitait pas à utiliser pour faire pression sur des tas de gens influents ou pour briser toute forme de revendication syndicale par exemple. Il faisait aussi tourner ses lignes de production à plein régime, sans égard pour les travailleurs qui tenaient rarement plus de 5 ans. Personne ne parlait dans ses usines, de peur des mouchards, qu'il employait systématiquement pour espionner tout ce qui s'utilisait dans son dos, et même les cadres de son entreprise étaient terrorisés. L'un d'entre eux fut d'ailleurs retrouvé mort dans son bureau, coupé en deux, à la hache. On dit que Ford n'appréciait pas son travail. Plus tard, l'industriel se fit également remarquer pour son antisémitisme décomplexé, et il afficha même son soutien au régime nazi qu'il finança dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933. En clair, un homme bien sous tout rapport. Remontons maintenant le cours du temps et intéressons-nous à Guillaume de Normandie, appelé aussi Guillaume le Conquérant en raison de sa quête victorieuse pour prendre la couronne d'Angleterre en 1066. À la fois détesté et craint par le roi de France de l'époque, Henri Ier, alors qu'il était simplement duc, autant dire que son accession au trône d'Angleterre ne l'a pas aidé à se faire des amis. D'autant plus qu'il avait amassé une fortune considérable, qu'on estime aujourd'hui à environ 215 milliards de dollars, ce qui était largement suffisant pour lever n'importe quelle armée et s'allier avec n'importe quel autre pays pour menacer le royaume de France. Une menace bien évidemment inacceptable de l'autre côté de la Manche et qui marqua le début d'une longue période de conflits politiques et militaires entre les deux pays. Et quand je dis longue, je veux dire vraiment longue, puisque les querelles entre la France et l'Angleterre ont duré plus de 800 ans. Merci Guillaume. Issu d'une modeste famille de tisserands allemands,
Jacob Fugger entra aux alentours de 1470 dans l'entreprise familiale qui avait prospéré en commerce de laine, de coton et d'épices. Rapidement, il étendit l'influence de la compagnie aux pays voisins, et en particulier à l'Italie, où il se perfectionna dans la comptabilité et la technique des affaires. Mais il comprit surtout l'intérêt que pouvait présenter le commerce des métaux, et notamment celui du cuivre, qui était tiré des mines à proximité desquelles il passait régulièrement lors de ses allers-retours entre l'Italie et la maison mère de l'entreprise Fugger en Allemagne. Son intuition fut bonne, puisque ce métal à la fois résistant et souple, facile à couler et à façonner, devint une matière première essentielle pour la manufacture et l'artisanat d'objets du quotidien. Ustensiles de cuisine, poignées de porte, alliage pour la frappe de monnaie, mais aussi clous et vis pour les navires, tuiles de toiture ou encore bronze destiné à l'architecture, Jacob Fugger alimenta bientôt tout un nouveau pan de l'économie qui fit exploser sa fortune personnelle. Il devint bientôt le principal gestionnaire de l'entreprise familiale, aidé de plusieurs membres de sa famille, à qui il confia ses succursales à travers l'Europe, mais aussi vers l'Orient, puis vers le Nouveau Monde. À la fin de sa vie, en 1525, Fugger, que les historiens présentent comme le précurseur du capitalisme moderne, détenait à titre personnel une fortune en or et en biens immobiliers d'environ 221 milliards de dollars. Alors je pourrais aussi vous parler d'Andrew Carnegie, célèbre entrepreneur américain du 19e siècle qui, par philanthropie, a fini par donner aux bonnes œuvres 90% de sa fortune, laquelle s'élevait à environ 310 milliards de dollars. Et comment ne pas évoquer non plus John D. Rockefeller, qui mourut presque centenaire en 1937 à la tête d'une immense fortune, estimée là encore à environ 400 milliards de dollars actuels. Mais je voudrais surtout vous parler d'un autre homme, un Africain, pas forcément très connu, mais dont l'histoire mérite là encore qu'on s'y arrête quelques minutes. Du temps du règne du roi Mansa Moussa, au début du XIVe siècle, l'empire du Mali représentait près de la moitié des réserves d'or de l'Ancien Monde. Et comme la terre du royaume était propriété légale du roi, alors tout cet or appartenait également au roi à titre personnel. En 2012, le site américain Celebrity Networks a estimé sa fortune à 600 milliards de dollars, mais en réalité on suppose que c'était beaucoup plus. Mansa Moussa est aussi connu pour avoir causé l'un des plus gros cracks financiers de l'époque moderne. En effet, musulman pratiquant, Mansa décida un jour d'aller en pèlerinage à la Mecque, mais pas comme n'importe qui, comme le roi le plus riche de la terre. Il quitta donc le Mali un beau jour de 1324 pour un voyage qui allait durer une année entière à travers le continent africain, avec une caravane de 60 000 hommes comprenant non seulement des soldats, mais aussi l'essentiel de sa cour, des fonctionnaires, des conteurs chargés de relater plus tard son aventure et pas moins de 12 000 esclaves chargés d'environ 4 livres d'or chacun, plus ou moins 2 kilos. En tout, on estime qu'il emporta avec lui quasiment 30 tonnes d'or en guise d'argent de poche pour le voyage, soit l'équivalent actuel d'1,7 milliard d'euros. Autant dire que son périple ne passa pas inaperçu, surtout qu'il se montra fort généreux durant tout le trajet, auprès des nécessiteux qu'il croisait, mais aussi dans les villes où il faisait escale. À tel point que son pèlerinage et surtout la quantité d'or phénoménale qu'il laissa dans certaines cités, comme le Caire, Médine ou encore la Mecque, fit tout simplement s'écrouler les cours de l'or dans la région. Un véritable effondrement monétaire dont tout le Moyen-Orient mit 11 ans à se relever. À partir de là, on entre dans une catégorie un peu particulière, celle des chefs d'État dont la particularité fait de confondre le trésor de leur pays avec le leur. Une situation souvent facilitée par une légère tendance à la tyrannie, un régime politique somme toute très pratique puisqu'il permet d'éviter toute forme de contestation. Citons ainsi Joseph Staline, qui dirigea l'URSS de 1920 jusqu'à sa mort en 1953. Il a toujours entretenu sciemment une certaine confusion entre les caisses de l'État et son propre compte en banque. Ce qui fait que s'il n'avait pas librement accès à toute la richesse de l'URSS, il avait quand même réussi à s'accaparer l'équivalent de 1800 milliards de dollars à titre personnel. Oui, vous avez bien entendu, près de 10 fois la fortune de Jeff Bezos. Une situation ironique quand on sait que le petit père des peuples prônait la frugalité et le partage équitable des richesses dans une Union soviétique dévastée par plusieurs périodes de famine. Parlons maintenant du premier empereur romain, César Auguste, à ne pas confondre avec Jules César, son grand-oncle et père adoptif, qui d'ailleurs n'a jamais porté le titre d'empereur pour la bonne et simple raison que l'Empire n'existait pas encore. En réalité, Jules avait plutôt obtenu du Sénat romain la position plus modeste de dictateur à vie. Bon, c'est pas mal non plus. Auguste, quant à lui, fut bel et bien empereur, puisque c'est lui qui mit fin à la République romaine en 27 avant Jésus-Christ, avant d'instaurer une sorte de monarchie parlementaire, avant l'heure, dont il s'est tout naturellement fait nommer imperator, c'est-à-dire quelque chose comme général en chef, par le Sénat de l'époque. Sénat auquel il avait promis une certaine liberté d'action, on va dire. Bref, en ménageant les différents pouvoirs en place, Auguste réussit donc le tour de force, non seulement de survivre plusieurs décennies après son accession au trône, mais aussi d'initier une longue période de paix qui durera jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ et que les historiens nommeront plus tard la Pax Romana.
Avantage non négligeable d'une aussi longue durée de règne, et aussi ce qui nous intéresse aujourd'hui, Auguste eut tout le temps nécessaire pour se constituer une énorme fortune personnelle qu'on estime aujourd'hui à environ 4600 milliards de dollars. Quelques siècles avant lui, Aménophis III, appelé aussi Amenhotep III, n'est sans doute pas le pharaon le plus célèbre de l'Égypte antique, encore qu'il fut tout de même le père d'Akhénaton, le pharaon hérétique qui voulut mettre en place la première religion monothéiste, et aussi le grand-père de Toutankhamon. Bon, ça suffit pas à détrôner Ramsès II de la place de pharaon le plus célèbre de l'histoire. En revanche, Aménophis III est probablement le plus riche de tous les pharaons ayant jamais vécu. En effet, son règne coïncide avec la période la plus prospère de l'Égypte antique, mais il est surtout le dernier d'une grande lignée de la noblesse de l'époque dont chaque fils aîné a accédé au rang suprême de pharaon pendant pratiquement 2 siècles, une période très longue durant laquelle cette famille déjà riche en a profité pour s'enrichir encore davantage. Cette bonne situation financière fut en outre largement entretenue par la pratique quasi systématique des unions consanguines. Les mariages entre frères et sœurs n'étaient pas rares, histoire que l'argent reste dans la famille. Ainsi, lorsqu'il accède à son tour au titre de pharaon, Aménophis III hérite en même temps d'une fortune devenue colossale avec le temps et qui représenterait à peu près 5000 milliards de dollars actuels. Enfin, inconnu de la plupart des Occidentaux, Akbar Ier, dit aussi Akbar le Grand, régna sur l'essentiel du sous-continent indien à la fin du XVIe siècle. Troisième empereur de la dynastie moghole, il possédait à titre personnel environ un quart du PIB mondial de l'époque, ce qui ramené à nos jours correspondrait plus ou moins à 21 000 milliards de dollars. Bon, et Crésus dans tout ça? Eh bien, Crésus était un roi du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui dirigeait la Lydie, une ancienne région de l'actuelle Turquie voisine de la Grèce. Il est d'abord connu pour avoir développé le premier système monétaire à base de pièces d'or et d'argent. Mais surtout, il ne supportait pas l'idée que d'autres pays puissent vouloir devenir aussi riches que le sien. Alors, comme son père avant lui, et pour bien montrer qui était le patron, il se mit en tête d'attaquer ses voisins, histoire d'étendre son royaume en Asie mineure. Sauf que tout ne se passa pas comme prévu, et alors qu'il voulait s'emparer de la Perse, ce furent les Perses qui non seulement le renvoyèrent dans ses pénates, mais qui en plus finirent par envahir la Lydie. Coup de chance pour Crésus, et en dépit des joyeuses traditions de l'époque, l'empereur perse, Cyrus le Grand, ne le fit pas exécuter, mais lui octroya plutôt une retraite dorée, loin de la politique et des combats. Généreusement, il le laissa ainsi bénéficier des revenus d'une ville proche de la rivière Pactole, dont les sables aurifères assurèrent dès lors au roi déchu une fortune immense. Mais pas immense comme celle qu'on vient d'évoquer. Tout juste peut-on supposer qu'il possédait l'équivalent de quelques milliards de dollars actuels, ce qui n'est déjà pas si mal. En fait, si la postérité a gardé son nom, c'est sans doute à cause des quantités phénoménales d'offrandes et de richesses qu'il fit porter au sanctuaire de Delphes en Grèce. Richesses dont l'administration de l'époque a conservé des traces écrites. Et comme la civilisation grecque est à l'origine d'un grand nombre de cultures européennes modernes, à commencer par la nôtre, c'est sans doute pour cela que le souvenir de cet ancien roi exilé mais immensément riche a traversé les siècles pour nous parvenir comme l'incarnation de la fortune. Conclusion, si cette vidéo montre bien une chose inattendue, c'est que nos riches d'aujourd'hui sont en réalité ridicules quand on les compare aux riches d'hier. Intuitivement, on aurait pu croire le contraire, tant il est vrai qu'il n'y a jamais eu autant de richesses à travers le monde qu'actuellement. La différence tient sans doute à l'accroissement considérable de la population mondiale au cours des 100 dernières années. L'humanité est passée de 1,8 milliard d'individus en 1920 à pratiquement 8 milliards aujourd'hui. Sans oublier une amélioration globale des conditions de vie d'une très large partie de la population grâce à une meilleure répartition des richesses qui a permis de faire émerger de nouvelles classes sociales moyennes entre les plus riches et les plus pauvres. Plus de richesses donc, mais à partager entre beaucoup plus de gens. Voilà ce qui explique probablement que nos Crésus d'aujourd'hui paraissent finalement si modestes face à l'histoire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo, de la diffuser sur vos réseaux, de la liker avec le petit pouce en l'air qui va bien. Et aussi abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer les prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.